La plante productrice de matière organique, nous travaillons sur ce thème déjà depuis quelques cours. Nous allons parler aujourd'hui du stockage de la matière organique. Les sucres solubles circulent dans tous les organes de la plante où ils sont métabolisés en produits assurant les différentes fonctions biologiques, dont le stockage de la matière organique sous forme de réserve dans différents organes, qui permet notamment de résister aux conditions défavorables ou d'assurer la reproduction. Donc, je vous ai dit, les sucres solubles, donc qui se dissolvent, circulent dans tous les organes de la plante, que ce soit les racines, les tiges, les feuilles, les fleurs, etc. Donc ces sucres solubles qui circulent sont métabolisés, c'est-à-dire transformés au cours de réactions chimiques. Donc l'ensemble des réactions chimiques d'une cellule s'appelle le métabolisme. Donc au cours d'un métabolisme, ces sucres solubles, et ceci grâce à des enzymes variées, vont être transformés en produits. Donc si on considère que les sucres solubles sont les substrats, un substrat est toujours transformé en produit sous l'action d'enzymes. Donc parmi ces réactions du métabolisme, il y a le stockage de la matière organique. Alors matière organique, ça peut être le saccharose, l'amidon, bon, les oses, O-S-E-S d'une manière générale. Ça peut être des protéines et des lipides également. Et ceci est bien sous forme de stockage de la matière organique sous forme de réserve, et ceci dans différents organes. Donc ce qui permet de résister aux conditions défavorables ou bien d'assurer simplement la reproduction. Donc vous allez pouvoir réaliser avec votre enseignant donc des coupes dans les différents organes végétaux pour repérer une diversité de métabolites. Métabolites, ce sont des produits chimiques, des molécules qui interviennent dans une réaction du métabolisme ou dans des réactions du métabolisme en général. Bon, si vous ne réalisez pas des coupes, vous pouvez les observer. Par exemple, là dans mon cours, vous observez des coupes, je vous donne des références pour aller vous rendre sur Internet et vous essayez de retrouver les documents que je vous cite par exemple. Et vous allez pouvoir mettre en évidence expérimentalement avec votre enseignant ou en observant les schémas de manuels scolaires ou de différents documents sur Internet, bien mettre en évidence la présence d'amidon dans les chloroplastes et les amyloplastes de réserve dans des organes spécialisés, par exemple les graines, les fruits et les tubercules. Donc on a déjà mis en évidence au cours d'un cours précédent la présence d'amidon dans les chloroplastes. Donc notre objectif aujourd'hui sera de montrer que les plantes stockent en partie de la matière organique produite par photosynthèse. Et ceci sous différentes formes et dans différents organes. Et donc cette partie du cours de cette vidéo va pouvoir aborder les fonctions de ces organes de stockage. Alors essayons tout d'abord de dégager une problématique. Nous savons qu'il y a stockage de matière organique. La plupart des plantes connaissent au cours de leur vie des phases durant lesquelles elles doivent stocker de la matière organique. Ces réserves vont jouer un rôle vital, un rôle très important pour la pérennité de l'individu et de l'espèce. Alors on peut dégager la problématique suivante, ou l'une des problématiques. Comment les plantes peuvent-elles assurer le stockage de la matière organique? Comment c'est possible? Et quelles fonctions biologiques ces réserves vont-elles remplir? Alors nous allons voir donc tout d'abord quelques organes de stockage de la matière organique chez les plantes, et nous verrons ensuite des molécules organiques qui sont diversifiées et qui peuvent être stockées. Nous commençons par les organes de stockage de la matière organique chez les plantes. Alors, ces organes sont variés. On peut avoir des fruits et des graines, des bulbes, des rhizomes, des tubercules, par exemple. Et il existe bien entendu d'autres exemples.
Par exemple, une grappe de raisin, donc fruits et graines. On sait que dans le raisin, il y a des graines, des petites graines. Chez les plantes à fleurs, l'embryon issu de la reproduction sexuée est protégé au sein d'une graine qui est capable de résister à des conditions difficiles. Alors, que contient cette graine? Eh bien, cette graine contient des réserves qui permettent à l'embryon d'assurer par lui-même les premières phases de sa croissance lors de la germination. Germination dont nous parlerons un petit peu plus tard. La graine est contenue dans un fruit qui permet sa dissémination. Et lorsque le fruit est charnu, il contient lui aussi des réserves de matière organique. Donc on avait pris l'exemple du raisin. Si vous prenez une grappe de raisin, donc il y a fruit et les graines à l'intérieur. Le fruit va pouvoir être mangé par exemple par un homme, par un animal, puis être disséminé ailleurs. Et en même temps que le fruit est disséminé, eh bien les graines qui sont à l'intérieur le sont aussi. Ensuite, les bulbes. Alors, c'est quoi un bulbe? On entend souvent parler de bulbe, mais c'est quoi? Eh bien, ce sont également des organes de réserve. Mais ils sont dans la terre. Donc, ce sont des organes de réserve souterrains, qui sont formés d'une tige très courte qui va porter des racines adventives et des feuilles épaisses disposées en tuniques superposées autour d'un bourgeon apical. Les molécules organiques contenues dans les tuniques permettent aux plantes, par exemple le lys, la tulipe, l'oignon, de survivre pendant l'hiver et de reprendre leur développement au printemps. Donc voilà, donc les fruits et les graines, les bulbes. Voyons maintenant les rhizomes. C'est quoi un rhizome? Les rhizomes sont des tiges souterraines vivaces, à ne pas confondre avec des racines. Donc les rhizomes sont des tiges, ce sont bien des tiges souterraines vivaces, porteuses de bourgeons et de feuilles très réduites. Chez certaines plantes, comme les iris ou le gingembre, ces tiges contiennent des réserves qui permettent la survie de la plante pendant la mauvaise saison et sa nutrition lorsque les conditions redeviennent favorables. Donc on a vu les fruits et les graines, les bulbes et les rhizomes. Voyons maintenant les tubercules. Les tubercules, ce sont des organes annuels gorgés de réserves. Il peut s'agir de racines, par exemple carottes, dahlias. Donc racines permettant la survie hivernale. Lorsqu'il s'agit de tiges comme chez la pomme de terre ou l'igname, les tubercules sont également des organes de multiplication asexués. Donc nous avons vu, comme exemple d'organes de stockage de la matière organique chez les plantes, les fruits et les graines, les bulbes, les rhizomes et les tubercules. Voyons maintenant les molécules organiques qui sont stockées. Donc ces molécules organiques sont très diversifiées évidemment. Et quelques réactions chimiques, quelques exemples de travaux pratiques avec votre enseignant. Eh bien, d'abord le test du biurée sur des graines de haricots. Donc vous prenez des graines de haricots, vous recouvrez l'échantillon d'une solution de sulfate de cuivre, vous versez quelques gouttes d'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire NaOH, à 1 mol par litre, et vous avez l'apparition d'une couleur violette lorsque vous mettez un peu de ce produit sur les haricots, et ceci met en évidence la présence de protéines. Donc le test du biurée, c'est simplement pour rechercher la présence de protéines. Alors bien entendu, vous faites l'essai avec plusieurs graines. Vous mettez des graines de haricots, vous pouvez mettre des noix, donc des graines des graines de noix, des noix, betterave par exemple, et puis vous pouvez mettre un petit morceau de pomme de terre, et puis ce que vous voulez en fait. Et vous voyez si la coloration, si la couleur bleu-violette apparaît, eh bien c'est qu'il y a des protéines.
Maintenant, pour rechercher des lipides, alors pareil, même principe, vous prenez des haricots, des noix, betteraves, pommes de terre, et vous faites le test pour rechercher les lipides. Donc vous allez couper très finement l'échantillon, si vous voulez faire une observation au microscope, et vous mettez l'échantillon dans un verre de montre, vous ajoutez quelques gouttes de rouge Soudan 3, vous montez entre lame et lamelle et vous observez au microscope. Le rouge Soudan 3 met en évidence les lipides par une coloration rouge. Donc si la coloration rouge apparaît, eh bien c'est qu'il y a des lipides, et ce sera le cas dans la noix. Donc vous avez une coupe de noix colorée au rouge Soudan 3 que vous pouvez retrouver sur internet, et on voit qu'il y a bien des lipides. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a une coloration rouge, et cette coloration rouge du Soudan 3 met en évidence les lipides. Ensuite, on va mettre en évidence des sucres simples. Eh bien, vous prenez différents échantillons, dont la betterave, vous broyez et vous filtrez l'échantillon pour en extraire le jus, lorsqu'il y en a évidemment. Vous versez 2 ml dans un tube à essai contenant 1 ml d'HCl à 1 mol par litre. Vous chauffez au bain-marie à 60 degrés quelques minutes. Vous versez le contenu du tube dans une solution de liqueur de Fehling qui est bleue. Et la présence de glucose et de fructose issue de l'hydrolyse du saccharose est mise en évidence par un précipité rouge. Donc voilà, donc la betterave, si elle est rouge, vous allez voir un précipité rouge de toute façon. Mais au départ, la liqueur de Fehling, elle est bleue, et après le protocole, elle devient rouge. Donc on met bien en évidence la présence de glucose et de fructose qui sont des sucres simples. Ensuite, nous allons rechercher l'amidon. Alors, classique, la pomme de terre. Donc vous prenez différents échantillons, haricots, petits pois, noix, betteraves, etc. Ce que vous voulez, dont un petit morceau de pomme de terre. Vous coupez très finement l'échantillon pour une observation au microscope. Vous mettez l'échantillon dans un verre de montre. Vous ajoutez quelques gouttes de Lugol concentré. Vous montez entre lame et lamelle et vous observez au microscope. Eh bien, le Lugol met en évidence la présence d'amidon dans les amyloplastes par une coloration bleue très foncée. Donc voilà. Donc, quelques tests simples qui vous permettent de comprendre qu'il y a des molécules organiques qui sont diversifiées, et ces molécules organiques peuvent être stockées, par exemple dans ce que nous avons utilisé comme matériel, graines de haricots, des noix, betteraves, pommes de terre et bien d'autres à votre choix. Donc, les organes des végétaux sont capables de stocker de la matière organique. Ces organes ont des fonctions qui permettent entre autres la pérennité de l'individu soumis à des conditions environnementales défavorables et reproduction sexuée ou asexuée également. Donc d'abord, les fruits et les graines, ce sont les organes de la reproduction sexuée. La graine permet aussi d'aborder la survie des plantes annuelles pendant l'hiver. Ensuite, les bulbes, rhizomes et tubercules sont des organes de résistance des plantes pluriannuelles, mais aussi dans certains cas, ce sont des organes de la reproduction asexuée. Ensuite, nous avons vu qu'il y a une diversité de molécules organiques en fonction des organes et des espèces. Alors, les graines, donc à noter que les graines présentes dans les fruits peuvent être riches, selon les espèces, en protéines et en lipides. Il n'y a pas que les glucides. Ces réserves vont permettre la mise en place de l'appareil racinaire et d'une tige feuillée lors de la germination, avant que la photosynthèse prenne le relais. Les réserves nutritives contenues dans les fruits jouent un rôle dans la dispersion des graines. Les tubercules stockent les glucides, que ce soit du saccharose chez la betterave ou de l'amidon au niveau des amyloplastes comme dans la pomme de terre. Les tubercules étant des organes souterrains
Ils peuvent survivre durant la période difficile et former un nouvel individu au printemps. Ils participent à la résistance face aux conditions défavorables et pour certains à la reproduction asexuée. Les plantes sont capables de stocker dans différents organes les 3 grandes familles de molécules organiques, c'est-à-dire les lipines, les glucines et les protéines. En fonction des espèces, les organes de stockage sont différents. Par exemple, on peut avoir des bulbes, des tubercules, des rhizomes, etc. Et les molécules stockées également sont différentes. Parmi, à titre d'exemple, les plantes alimentaires, on peut avoir des graines et des fruits secs par exemple. C'est le cas lentilles, riz, amandes, noisettes. On peut avoir des fruits charnus, par exemple bananes, agrumes, prunes, etc. On peut avoir des légumes racines, comme par exemple la carotte, le topinambour, l'igname. Et on peut avoir des bulbes également, comme par exemple l'oignon et l'ail. Chez les plantes ornementales, on peut avoir des bulbes, par exemple tulipes et jonquilles, des tubercules, comme chez le dahlia, et des rhizomes, comme chez l'iris par exemple. Donc voilà, nous avons vu que il y a un stockage de matière organique et que comment les plantes assurent-elles le stockage de la matière organique, nous l'avons vu. Nous avons dit qu'il y avait quelques organes de stockage, par exemple les fruits, les graines, les bulbes, les rhizomes, les tubercules. Et puis, donc il y a des organes de stockage qui contiennent de la matière organique. Donc on voit qu'il y a bien stockage de matière organique. Donc ces réserves jouent un rôle évidemment vital pour la pérennité de l'individu et de l'espèce. Et quelles fonctions biologiques ces réserves remplissent-elles? Eh bien, on sait que ces réserves, donc ces molécules organiques diversifiées, peuvent être stockées et jouent un rôle, par exemple au cours de la germination, avant que la photosynthèse ne prenne le relais. Bon, donc on pourrait dire encore beaucoup d'autres choses. Le cours est terminé. Merci.